Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Chocolat chaud, plaid douillet, cocooning et les écouteurs sur les oreilles pour découvrir le 2e épisode de cette saison 3 de l'entrée des coulisses. Débutons le programme en ouvrant une première porte de coulisses particulière, celle des dessous de l'entrée des coulisses. Début, envie, point d'ancrage avec l'enfance, préparation. Nous allons vous raconter comment se concocte ce podcast. Derrière la 2e porte, nous retrouverons Robin Guéguen, comme promis lors du premier épisode. Cette fois, Robin ne nous parle plus de théâtre d'improvisation, mais il nous fait découvrir une technique de théâtre autour de masques spécifiques, le trans-masque. C'est étonnant, surprenant et rare en France. Et pour clore l'épisode, Marion Lorgnet, la fondatrice de Théâtre en 1001 lieux, Marion nous attendra derrière la 3e et dernière porte des coulisses, la porte qui donne sur les loges. Toujours mystérieux, les loges. Allez où en coulisses? Il y a une porte de coulisses que nous n'avons pas encore ouverte. Celle de la fabrication de ce podcast. Allez, je vous raconte. En mai 2021, en raison de la pandémie, la petite troupe de théâtre de la Danse des mots était au point mort, comme beaucoup de compagnies et d'artistes à cette époque. Alors pour rester actifs, nous avons lancé un premier podcast, Mots dansés au creux de l'oreille. Nous avons enregistré et parfois mis en image des extraits de textes littéraires. Chacun de nous 4, Guy, Magali, Dominique et moi, a enregistré quelques textes. Et c'est là que l'idée d'un autre podcast a germé. Une initiative assez originale pour une compagnie de théâtre, non ? Je suis Isabelle S., l'une des fondatrices de la Danse des mots et sa dirigeante, aux multiples casquettes, vous le découvrirez au fil des épisodes ou en consultant nos réseaux sociaux. J'ai peut-être plus que mes 3 associés adoré enregistrer ces textes, les formater pour les mettre en ligne, les promouvoir, et ce plaisir était tellement intense et obsessionnel que je me suis demandé d'où ça venait. Quelles étaient les racines de cet engouement personnel ? Mon enfance. Quand j'étais enfant, mon père écoutait sans cesse la radio. Les émissions d'une station luxembourgeoise résonnaient à travers la maison du matin au soir. Et ça résonnait aussi dans la voiture. La radio était allumée au moindre trajet. Et quand j'ai eu un poste à radiocassette, un objet devenu vintage et mystérieux pour les plus jeunes, j'ai commencé à m'amuser avec la fonction enregistrement. Et au fil du temps, j'ai élaboré très grossièrement mon émission de radio. Alors, cette émission de radio, elle se composait d'un journal d'actualité qui était pioché dans le quotidien de mon papa, d'une rubrique météo, d'un jeu complètement pompé sur un jeu de la fameuse station luxembourgeoise et d'intermèdes musicaux que j'enregistrais directement sur la radio, quoi. Je précise que je faisais toutes les voix. L'animatrice, la journaliste, les auditeurs qui appelaient pour participer au jeu. Oui, alors bonjour, j'appelle pour appeler au jeu. Ça faisait vraiment comme ça, hein. Et évidemment, tous les bruitages comme la sonnerie du téléphone. Et quand l'émission était prête, le dimanche matin, au réveil, dans mon lit, j'enclenchais la cassette et j'écoutais mon émission de radio.
L'entrée des coulisses est structurée en 3 rubriques, comme une mini-émission de radio, et il est diffusé le dimanche matin. Alors aujourd'hui, il est diffusé le dimanche parce que nos activités associatives se déroulent les dimanches, tous les 15 jours. L'idée, c'était d'avoir une petite cohérence à ce niveau-là. Alors oui, l'idée de créer et de produire l'entrée des coulisses, ce podcast au sein de la compagnie association La Danse des mots, je m'en suis pleinement et joyeusement emparée. Le podcast s'est amélioré au fil des mois. Avec l'habitude, on s'organise, on se structure, on fait mieux, même si l'entrée des coulisses peut encore gagner en qualité, je le sais bien. Mais comment ça se passe concrètement ? Alors déjà, comme beaucoup de podcasteurs et podcasteuses qui débutent avec 3 bouts de ficelle et beaucoup de motivation, j'ai commencé les enregistrements avec la fonction enregistreur vocal de mon téléphone. Et plus tard, c'est mon amoureux qui m'a offert un micro, le Blue Yeti, si vous voulez tout savoir, un casque et un petit enregistreur Zoom. Au départ, j'enregistrais sur Audacity, un logiciel qui est très commun, qui est connu du très grand public. Et puis, j'ai trouvé plus confortable d'enregistrer et de monter les épisodes sur mon logiciel de montage vidéo, que j'adore, qui est plein de possibilités géniales et qui s'appelle Filmora. Alors, j'en ai passé des heures, des nuits, des jours, mais littéralement, à me débattre avec le son. Je ne suis pas encore sortie des galères, mais c'est un point, effectivement, le son qui est le plus difficile à maîtriser au départ. Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et donc on apprend, on découvre, on teste, on galère, on réussit, on comprend, et on finit par s'améliorer quand même un peu plus. Pour le contenu, j'avoue que je me fais plaisir. Alors, je redeviens la gosse dans sa chambre avec son magnétophone à cassette, mais pas que, parce que je suis aussi maintenant une adulte qui fait un vrai podcast. Alors, j'avoue que Guy, Magali et Dominique, les artistes de la danse des mots, écoutent peu de podcasts, voire pas du tout, et qu'ils sont donc moins attirés que moi par ce type de création. Du coup, j'investis totalement le podcast de l'entrée des coulisses. Alors, parfois, je les invite à participer à une séquence et ils acceptent en général bien volontiers parce que leur témoignage illustre bien une thématique. Le contenu du podcast, sa ligne éditoriale, je suis aux manettes en quasi toute liberté. Mais c'est aussi un des concepts de notre petite association, c'est que chacun y fait ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Et c'est jubilatoire, parce que au-delà de chouchouter mon enfant intérieur, je chouchoute aussi la médiatrice culturelle que je suis depuis des décennies. Ma mission principale de médiatrice culturelle est de faire le lien entre des publics et des artistes. Et c'est une mission que j'aime particulièrement. Découvrir l'univers d'un artiste au sens large, dans tous les domaines, théâtre, conte, musique, danse, illustration, etc. Découvrir l'univers d'un artiste, poser un regard sur son parcours, ses inspirations, ses créations, et promouvoir cet artiste auprès des différents publics, c'est du travail, mais c'est un grand, grand plaisir pour moi. Et l'entrée des coulisses existe aussi pour ça, pour relier des artistes et des publics, des auditeurs qui vont découvrir ou redécouvrir un ou une artiste. Et l'entrée des coulisses existe aussi pour les faire entrer dans la magie du chaudron, là où se concoctent les œuvres, c'est-à-dire ce qui se passe avant que les artistes arrivent sur scène. Les premiers invités du podcast ont été très gentils et très patients parce que mes interviews étaient un peu guindées, je
croix, balisée par des questions types qui constituaient la trame de l'échange. Alors depuis, je me suis autorisée à porter mon regard, mes interrogations, mes impressions sur le travail de l'interviewé, et c'est certainement plus vivant et plus intéressant pour tout le monde aussi. Ceci dit, on apprend pas mal de choses sur les premiers artistes des premiers épisodes, leur parcours, leur inspiration, et c'était pas si mal au final. Mais aujourd'hui, je les questionnerai peut-être différemment, sans doute. En tout cas, les premiers épisodes de la saison 1 et de la saison 2 étaient pratiquement tous, des artistes, surtout musiciens, que j'avais côtoyés plus ou moins familièrement dans le cadre de mes activités au sein de l'association Musique 94 et au sein de mes activités professionnelles, où j'ai la chance de rencontrer bon nombre d'artistes. Aujourd'hui, je m'enhardis un peu et je n'hésite pas à contacter des personnes que je n'ai jamais encore rencontrées, mais dont le travail me paraît super et que j'ai envie de faire connaître et de partager. Ceci dit, si, le tout premier épisode, c'était celui de Julien Jacob. Et là, j'avais pris mon audace à deux mains et je l'avais contacté. Mais si vous écoutez l'épisode, vous comprendrez d'où je l'ai connu, ce monsieur, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs. Je prépare beaucoup mes interviews, je fais beaucoup de recherches sur mes invités. J'essaie de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer librement et j'essaie aussi que les auditeurs apprennent quelque chose, sur une technique, sur une discipline par exemple. Les interviews se passent en vidéo via Messenger et ça c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que l'invité et moi, on se voit et ça change tout. Alors évidemment, ce n'est pas pareil que de se rencontrer en vrai, mais se rencontrer en vrai, c'est parfois difficile au niveau des plannings, des déplacements qui peuvent être un peu longs et compliqués. Et puis surtout, c'est que ma configuration d'enregistrement est optimale ainsi, pour le moment en tout cas. Donc, les interviews se passent en vidéo via Messenger. Évidemment, je ne garde que la partie son pour le montage et j'envoie l'épisode entier à l'interviewé pour validation et découverte aussi. C'est essentiel pour moi que ce soit l'épisode entier et non juste son interview qui soit envoyé à l'interviewé parce que l'entrée des coulisses c'est un podcast en 3 rubriques et je tiens à ce que l'artiste entende ce qui vient avant, ce qui vient après, comment sa participation s'insère dans un épisode. Alors ce podcast, au bout d'un an, puisque j'enregistre là maintenant en 2022, pratiquement un an après la sortie du premier épisode, eh bien ce podcast, il vit sa vie de podcast débutant. Et ma petite victoire, c'est que des écoutes existent. En moyenne, un épisode est écouté 70 fois, avec des pointes allant jusqu'à 100 fois, toutes plateformes d'écoute confondues. Il y a même un épisode qui a fait une pointe à 400 et quelques, je crois. Alors cette performance varie beaucoup d'un artiste à l'autre parce que cela dépend beaucoup s'il le partage à ses fans, à son entourage ou pas. Et pour certains, c'était plutôt ou pas. Alors, je pense qu'ils ne considèrent pas leur participation à ce podcast comme étant un outil original de communication, comme un outil de connexion à leur public. Les gens qui suivent un artiste aiment bien connaître des petits détails, des petites choses sur les coulisses justement, sur leur parcours, etc. Et l'interview permet de raconter tout ça. Mais bon, moi je pense que je n'ai pas su leur faire comprendre cette utilité et je vais donc m'améliorer sur ce sujet. Voilà, vous savez tout ou presque. Tiens, tout ou presque. C'est aussi la phrase qui conclut la rubrique de Marion Lornier. Alors Marion collabore sur mon invitation au podcast depuis la saison 2 et elle investit la 3e rubrique du podcast en nous apprenant un tas d'infos sur le théâtre.
l'origine des 3 coups, le langage des fleurs au théâtre, les superstitions des artistes, etc., etc. Alors j'ai découvert Marion via ses publications Instagram et je trouvais ça super intéressant et je trouvais que c'était cohérent avec l'ADN du podcast L'entrée des coulisses. Donc je l'ai invitée à intervenir. Et on collabore en bonne intelligence, je crois. Marion est libre de ses sujets, de sa rubrique. Parfois, je lui suggère des pistes en résonance avec une thématique, s'il y en a. J'enregistre dans une ville qui est un peu bruyante, où des avions passent et parfois je ne peux pas effacer le bruit de l'avion qui passe au loin. Parce que bien moi aussi j'ai une vie en dehors de ce podcast et je suis parfois obligée d'enregistrer à certains moments et les avions passent à ces moments-là. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai aussi des chats qui parfois miaulent à la porte et ça c'est pareil, parfois c'est assez compliqué de reprendre une interview par exemple. Alors oui, parfois il y a des petits bruits parasites derrière ce podcast. Mais bon, allez, c'est pas si grave. Enfin, je pense pas. Et voilà, on va bientôt refermer cette porte de coulisses très particulière. Si vous avez des questions sur les coulisses de l'entrée des coulisses, n'hésitez pas. Si vous voulez nous faire part de vos remarques positives ou constructives, nous sommes tout oui. Car souvent, je publie les épisodes sans avoir de retour. C'est toujours mystérieux de savoir qui écoute, comment il écoute, si ça plaît et pourquoi. Vous entendez mon appel du pied là ? Derrière la porte suivante des coulisses, nous retrouvons Robin Guéguen, comédien, metteur en scène et formateur. Robin, vous avez fait sa connaissance dans le précédent épisode de l'entrée des coulisses. Si vous n'avez toujours pas écouté cet épisode, je vous le conseille parce que Robin nous a fait découvrir d'une manière très précise et passionnante le théâtre d'improvisation. Et comme je n'avais pas réussi à raccourcir l'interview pour le montage, j'avais donc décidé de la monter en 2 parties. Et c'est donc cette 2e partie que vous allez entendre dans un instant. Cette fois, Robin nous parle d'une discipline très méconnue, un peu mystérieuse, le transmasque. Si je te dis transmasque, ça te fait penser à quoi ? Là, comme ça, j'aurais envie d'imaginer que c'est un acteur qui a des techniques pour changer de masque à la vitesse de la lumière. Le transmasque, ça me ferait penser à quelque chose où on se déguise avec des masques pour aller plus loin, pour changer de genre ou même comment dire, au lieu d'être un humain, on devient un animal ou quelque chose comme ça. Alors le transmasque, pour moi, c'était très mystérieux. Je suppose que pour la plupart des gens qui nous écoutent, ça l'est peut-être aussi. Qu'est-ce que c'est que le transmasque ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, là, pour commencer ? Ouais, donc le transmasque, en effet, c'est très très peu connu en France. En fait, il n'y a qu'une seule troupe qui en fait de manière régulière et qui fait des spectacles, c'est la Transmasque France, dont je fais partie. Et une discipline qui a été créée par Keith Johnstone. Donc Keith Johnstone, c'est vraiment un très grand nom de l'improvisation, qui a créé beaucoup de choses, beaucoup de concepts là-dessus. Donc qui est un Anglais et qui un jour a eu une expérience de masque avec un formateur et qui s'est dit waouh, c'est incroyable, on ne reconnaît pas la personne en dessous, il devient quelqu'un d'autre. Et une technique où en fait à l'aide d'un miroir on va s'observer dans le masque, donc avec le masque sur le visage, et en fait on va tout de suite créer ce personnage avec un processus presque un peu comme de l'hypnose, l'auto-hypnose ou de la transe. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle transmasque. D'accord. On va juste générer un son de manière très organique, très animale, en 100% de lâcher prise. Et on va laisser cette spontanéité nous guider. Et on va essayer de déconnecter complètement son cerveau pour laisser le reflet qu'on voit dans le miroir nous faire agir. D'accord. Donc on est dans une sorte de transe parce que on se censure pas, on n'a pas de limite, et c'est juste ce personnage qui naît.
et après qu'on va faire grandir au fur et à mesure des fois où on le porte. On va lui apprendre à parler, on va lui apprendre à faire des choses, à faire des jeux, à faire un peu tout ce qu'on veut. Mais un peu comme un enfant de quelques mois, ou 1 ou 2 ans, qui va découvrir la vie. D'accord, oui, que tu vas nourrir avec différents éléments au fil du temps. Est-ce que ça veut dire que chaque comédien, comédienne a son propre masque, c'est ça, dès le départ? On s'empare d'un masque et on le fait évoluer au fil du temps? En fait, donc moi, quand je donne des stages de ça, j'ai un jeu de plusieurs masques, une douzaine ou une quinzaine de masques. Oui. Et puis, les personnes qui veulent essayer en prennent un, ils essayent, voilà, ils rentrent dans le personnage, il se passe quelque chose. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre avec le même masque va faire autre chose. D'accord. Voilà, ça dépend vraiment de la personne et puis sa morphologie, son processus d'activation du masque, etc. Mm-hmm. Et donc voilà, on peut essayer soit plusieurs masques, on peut avoir un même masque qui fait des choses complètement différentes pour différentes personnes. D'accord. Ça a l'air vraiment super passionnant et un peu étonnant, je dois avouer. Et du coup, pourquoi c'est aussi peu connu en France? Pourquoi il y a aussi peu de stages proposés? Qu'est-ce qui se passe par rapport au clown, par rapport même aux stages de commedia dell'arte, qu'il y a quand même un peu partout aussi? Qu'est-ce qui se passe avec ce transmasque? Donc, ce qui se passe avec le transmasque, c'est que, en fait, donc c'est Keith Johnston qui a créé ça. Mmh. Il a formé quelques personnes dans le monde, notamment Steve Jaron, voilà, c'est une des personnes qu'il a formé. Et lui, après, il a formé plus de monde, notamment en Europe, mais il est pas en France. Mmh. Et notamment, il a formé une personne qui s'appelle Mark Jane et qui lui est en France, qui est un Anglais, mais qui est quelqu'un qui fait énormément pour faire évoluer l'improvisation en France, qui du coup est assez connu et très reconnu parce qu'il est excellent, c'est un excellent formateur et un excellent comédien. Et c'est lui qui amène le transmasque en France. C'est plus ou moins le seul qui fait vivre le transmasque en France, enfin qui a fait vivre pendant des années le transmasque en France. Mais depuis, je sais plus, quelques années, 2013 je pense, 2014. Il a commencé il a emmené le transmasque en France. Avant, c'était pas du tout. D'accord. Parce que lui, il est vraiment formé à la Johnston, etc. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, il a formé du monde, etc. Et après, il a fait Transmasque France, et donc que j'ai rejoint. Et en fait, les gens qui sont formés par Mark Jane, ne peuvent pas forcément former en retour parce qu'il faut avoir des masques. Et donc, il faut les fabriquer. Ça prend énormément de temps et d'argent à fabriquer des masques. Ouais. Donc, il faut vraiment être quelqu'un comme moi qui a envie vraiment d'en faire et de consacrer de l'énergie à ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est très peu en France à avoir des masques. On est 2 ou 3, comme je te le disais. Mais oui. Et à pouvoir donner des stages de ça. Ah oui, donc du coup, c'est une vraie chance que tu puisses le faire, toi aussi. C'est une chance énorme, ouais. C'est chouette. En fait, il y a très peu de littérature là-dessus. Il y a que le livre de Keith Johnston qui s'appelle Impro, où il parle de ça, mais qui est un livre que beaucoup d'improvisateurs ont lu, mais qui n'ont rien compris au chapitre sur les transmasques. Pour essayer, en fait, c'est impossible de comprendre le processus. Et après, Mark Jane a sorti un livre il y a quelques années, où il parle de transmasque, et c'est pareil, c'est un livre qui est best-seller dans le monde de l'impro, où là, les gens, ils commencent vraiment à s'intéresser à cette discipline. Et c'est en lisant ce deuxième livre sur le transmasque que moi, j'ai voulu vraiment aller plus loin, parce que j'ai senti tout le potentiel qu'il y avait là-dedans. C'est pour ça qu'en discutant avec Marc, après, j'ai rejoint le groupe. D'accord, ok. Et à la base, d'où viennent ces masques? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils représentent? Ce ne sont pas des masques qui recouvrent le visage entier. Voilà, donc ce qu'on appelle vraiment le transmasque, ce sont des demi-masques qui recouvrent du front au nez et qui laissent la bouche apparente, la bouche du comédien. D'accord. Ce sont des masques qui ont leurs propres yeux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les yeux du comédien, les masques, ils ont leurs yeux à eux. D'accord. Le comédien, lui, voit par un petit trou au niveau de la pupille, par exemple, ou au niveau des cernes du masque. D'accord. Un trou qui est masqué, qui est opacifié par un petit grillage. Oh. C'est vrai qu'en effet, comme des fois on dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme, Oui. qu'en fait, quand tu te vois avec ces yeux qui ne sont pas les tiens, tu vois l'âme de quelqu'un d'autre presque. D'accord. Donc c'est ça aussi l'effet de trans, c'est qu'en fait, tu as vraiment la sensation d'être quelqu'un d'autre. Oui.
Et en plus, t'es caché par un masque, donc tu as un lâcher-prise qui est décuplé. D'accord. Et donc un niveau de justesse qui est non parce que en fait tu réfléchis pas, donc t'es vraiment très très juste dans le jeu. Et est-ce qu'on peut se fabriquer soi-même son propre masque? Ça existe, ça, des cours, des stages de fabrication de masques, de transmasques? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, le truc, c'est pour ça qu'il y a peu de pratiquants, c'est parce qu'il y a peu de masques en fait qui existent. Ah oui. Et donc moi, je me suis fabriqué tous mes masques. Ouais. J'ai fabriqué, donc comme je disais, une quinzaine de demi-masques. Et après, il y a aussi des masques pleins où là, c'est un autre travail. D'accord. Mais en effet, oui, bah il faut faire un stage de fabrication de masques. D'accord. Ou alors, faut même se lancer et prendre de l'argile, modeler une forme de masque. Et après, il y a plus de technique. Voilà, soit avec du papier mâché. Moi, je fais avec du thermoplastique. Parce que c'est beaucoup plus solide. Et tu t'inspires pour avoir un masque à la fin. Tu t'inspires de quoi pour créer ces masques? Tu t'inspires de personnages? Tu laisses justement l'improvisation venir sous tes doigts? Comment tu as fait ça? Alors ça peut être les deux, c'est-à-dire que il y en a où je laisse complètement l'improvisation naître. Voilà, je fais un nez qui me plaît bien, des yeux, voilà, des pommettes, une bouche, enfin une lèvre, un peu au feeling. Il y a un ou deux masques où je me suis inspiré de certaines choses. Par exemple, je voulais faire un spectacle inspiré de Minus et Cortex. Je sais pas si tu connais ce dessin animé des années 90 où c'est deux souris. Oui. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Oui. Transgénique. Qui essaie de conquérir le monde, donc je voulais faire des masques qui se rapprochaient de ça. Donc j'ai pris une photo de Einstein, une photo de Cortex, et j'ai essayé de faire un énorme crâne, des grandes oreilles, un nez un peu type souris, quoi. Donc, mais à la fin, c'est très loin de ce qu'on peut imaginer à la base. Enfin, en tout cas, moi, de pas copier un modèle à l'identique ou alors d'essayer de caler sur une idée précise. J'essaie juste de voir comme ça vient et d'apprécier le travail fini comme il est. D'accord. Et donc, quand tu organises toi-même des stages de transmasque? Ouais, on est d'ailleurs assez peu à le faire en France. Bah on est oui. 2 ou 3 à le faire en France. Donc ouais, je fais de temps en temps des stages d'initiation au transmasque. Et puis je mélange aussi avec de l'initiation au masque plein. C'est un travail qui est presque opposé, mais à la fois assez complémentaire. Masque plein, c'est un masque tragique, très simple, dans l'économie de mouvement, etc. etc. Dans cette même veine d'idée-là, j'ai lu donc toujours dans la présentation que l'on trouve sur ton site que tu avais adapté la pièce de Beckett En attendant Godot, que tu l'avais adaptée en utilisant justement la technique du transmasque. Et du coup, moi je me suis demandé comment tu as travaillé justement pour transcrire ce texte avec cette technique. Alors, on joue en effet une pièce qui s'appelle Oh My Godot, avec Transmasque France, on fait ça. Et en fait, on joue pas En attendant Godot. On amène des transmasques sur scène et on leur dit, vas-y, dis ce texte. On leur donne la première phrase, on leur donne les 2 premières répliques par exemple, et après on leur dit, vas-y, continue, c'est quoi la suite? Et comme c'est des personnages qui sont complètement spontanés et qui sont présents, ils vont interpréter, ils vont faire la suite. Donc le concept du spectacle, c'est que on a En attendant Godot dans les mains et on essaie de faire des scènes qui se rapprochent, en tout cas qui gardent les mêmes thématiques. Et à la fin de chaque scène, le public dit c'est quoi le titre de cette scène, qu'est-ce qu'on a découvert sur cette scène. Et tout ça, on les accroche sur un arbre en fond de scène, tous ces mots-clés, et on se dit en fait, en attendant Godot, peut-être ça raconte l'histoire de l'amitié, peut-être ça raconte l'histoire de l'attente, enfin j'en sais rien, il y a des mots-clés qui ressortent comme ça. Et comme En attendant Godot, c'est une pièce où il y a 1001 interprétations possibles, en fait, c'est tellement absurde et abstrait que on peut tout déterminer. Donc là, on demande au transmasque d'essayer de nous faire apparaître, ressurgir des thématiques de En attendant Godot. Et on va pas jouer la pièce à l'identique au texte. Même si certains masques peuvent avoir appris certains textes, mais le but c'est plutôt de l'improviser à partir du texte et de découvrir les thématiques. D'accord. Dans ce que je comprends, cette technique du transmasque, c'est aussi
pour la personne qui porte le masque, il y a un côté effectivement de liberté émotionnelle, de lâcher prise, etc. Mais aussi, ça doit certainement parfois, en tout cas, rentrer très fortement en résonance avec son soi profond. C'est ça, ouais. En fait, c'est vrai que chacun vit l'expérience assez différemment. Pour ma part, moi j'ai 3 masques en fait que j'ai fait grandir. C'est-à-dire que je les ai portés régulièrement et ils ont appris à faire des choses, ils ont évolué. Et on a vraiment l'impression que chacun de ces 3 masques, c'est un trait de ma personnalité qui est un peu caché, qui est enfoui, qui est mélangé à d'autres traits. Et là, ressurgit mes puissance 1000. D'accord. Donc, par exemple, j'ai un masque qui s'appelle Cliff, qui est pas super sympa, qui dit vraiment ce qu'il pense quand il le pense et qui se fait pas chier en fait. D'accord. Moi, j'ai mon politiquement correct qui le censure, mais Cliff, lui, non. Moi, il est moins aimable que moi, mais c'est un truc que j'ai en moi, je pense, que voilà, avec qui peut être caché quoi. Et voilà, il y a Ben qui est très gentil, très timide, enfin qui est un peu timide et assez simple. Ça aussi, c'est un de mes traits de personnalité, je pense. Voilà, doux et attentif, attentionné. Et puis mon 3e, il s'appelle Marchi, et lui, il est très très joueur. Il a tout le temps envie de s'amuser, de faire des pitreries, etc. Et ça, c'est une autre de mes personnalités, une autre de mes traits. Donc voilà, ils extrapolent certaines parties de moi. Ah ouais, et ça doit être du coup très libérateur en plus. Ah ouais. Bah, le transmasque, en fait, comme tu ne réfléchis pas, tu déconnectes ton cerveau, c'est agréable. Et en plus, comme tu es derrière un masque, en fait, tu peux vraiment te permettre de faire plus que ce que tu ferais de démasquer. Oui. Tu as cette sensation d'être caché. Et ça, toutes les techniques de masque le montrent. C'est que quand tu es derrière un masque, tu es beaucoup plus juste et t'envoies beaucoup plus sur scène. Alors, c'est marrant parce que ce que tu me dis me fait penser à une précédente rubrique qu'on a eue dans le podcast de la saison 2, où on parlait justement des stages de clown. Et l'un des participants me racontait justement que le nez était un masque en fait, et que grâce à ça, il y avait justement ce côté c'est moi mais c'est pas moi, donc du coup je peux me lâcher, je peux faire telle ou telle expérience, jouer avec tel ou tel trait de ma personnalité ou pas, et je trouve qu'il y a une similitude quelque part, non? Ouais, exactement. À chaque fois que il y a des gens qui pratiquent le clown, qui découvrent le transmasque ou qui voient du transmasque, ils font cette remarque qu'il y a beaucoup de similitudes. En effet, sur le lâcher prise, etc., sur le développement de jeu. Et en effet, le nez rouge, c'est le plus petit masque du monde. Oui. Et il a quand même une différence, c'est que le nez rouge, c'est donc comme il est tout petit, c'est toi qu'on voit en fait. Il te cache pas le nez rouge. Oui. Il te montre toi, et surtout c'est presque comme un pointeur laser sur toi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un masque, mais c'est un masque qui sert à te montrer toi. Tel que t'es la discipline du clown, t'as aussi cette partie se mettre à nu, montrer ses émotions, montrer sa vulnérabilité. Oui. Tu as donc plutôt une formation scientifique, mathématique. Là, tu es complètement dans un autre métier, qui est donc plus dans l'artistique, comédien, metteur en scène, formateur, etc. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il te reste, en fait, de ta vie d'avant, de tes savoir-faire acquis dans ton métier d'aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je mélange encore beaucoup mon ancienne vie avec la nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup de cours et de formations dans le monde professionnel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'impro appliqué. Donc, on est plus sur l'impro théâtrale, on est sur l'impro appliqué. Oui. Et donc là, par exemple, dans mon ancienne école d'ingénieur, je donne des cours de communication, de simulation d'entretien, voilà, tous ces trucs-là, d'agilité, toutes ces techniques d'impro. Donc j'utilise les techniques d'impro, les outils, pour apprendre à être, faire du management, être à l'écoute, arriver à être agile, spontané, etc., avoir une présence scénique, voilà. Ça va
aux questions, savoir se tenir, articuler, enfin, toutes les choses qu'on peut utiliser en théâtre et en improvisation dans le monde professionnel. Donc en fait, je mélange encore beaucoup tout mon savoir-faire et mon expérience d'ingénieur et d'entreprise. Ouais. Et mais cette fois-ci, je le mélange avec le côté improvisation et artistique pour mes formations. C'est chouette, t'as réussi à trouver un bel équilibre en tout cas. Ouais. Oui, c'est clair que et puis là c'est vraiment super stimulant d'être aussi maître de ses décisions. Voilà, le côté être formateur indépendant, c'est génial parce qu'on peut vraiment aller où on veut, faire ce qu'on veut et du coup les choses qu'on aime. Bien sûr. Est-ce que tu as encore de la place dans ton emploi du temps pour créer des spectacles? Ou est-ce que ça t'intéresse d'ailleurs? Est-ce que de créer du spectacle? Et si oui, est-ce que tu en as encore le temps? Est-ce que tu te laisses des petites plages comme ça dans ton agenda? Ouais, bien sûr. Moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de pouvoir déjà jouer parce que c'est vrai que une grande majorité de mon temps, je le consacre à la formation. Oui. Mais jouer, c'est important déjà pour expérimenter et pour vivre les conseils que je donne à mes élèves. Et donc oui, la création, c'est super important. Dans mon fameux double show que je fais à Massy, je fais souvent des créations en fait. C'est-à-dire que je demande à une personne ou deux personnes que j'apprécie beaucoup sur scène et je dis viens, on invente un spectacle, on le crée, on le teste là à Massy et puis on voit ce qui se passe. Donc il y a encore beaucoup de création. Après, pour monter des spectacles plus professionnels, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc après, ça va être selon le projet, quoi. S'il y a un spectacle qui a beaucoup de potentiel, on s'investit. Mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup moins de temps sur de l'impro que sur du théâtre à texte. Parce qu'une fois qu'on a bien rodé un concept, une fois qu'on a un concept qui est assez stable, il suffit d'avoir un canevas et un décorum qui est bien ficelé. Et après, il faut vite passer devant le public pour le jouer. Et après, il faut le roder devant le public. Et voilà, ça demande moins de temps de répétition. Ouais. Merci beaucoup pour cette conversation super intéressante. J'ai appris plein de choses, moi. J'espère que... Ça fait toujours plaisir, en effet, de faire un petit bilan, un petit résumé de tout ça, donc c'est agréable. Bien mené le compte, en plus, c'était très agréable. Très logique aussi dans la construction, donc c'est cool. Bon, tant mieux, merci. Tous les liens pour découvrir les cours, les spectacles et les formations de Robin Guéguen sont en barre d'infos et dans le descriptif de cet épisode. Voilà, maintenant je pense que vous en savez beaucoup plus sur le théâtre d'improvisation dans l'épisode précédent et dans cet épisode sur le transmasque, il ne vous reste plus qu'à rejoindre Robin. Sa structure est à Massy, dans l'Essonne. C'est à quelques tout petits kilomètres de Paris. Si, je vous assure, c'est tout près et il y a beaucoup de transport pour y arriver. Allez, sans autre forme de transition, nous allons ouvrir la troisième et dernière porte de l'épisode. Derrière cette porte, nous retrouvons Marion et avec Marion, nous allons découvrir les loges. Nous allons plonger dans le temps et découvrir tout ce qui s'y cachait. Ah, les loges au théâtre. Ces espaces entre la vie et la scène, entre le comédien et son personnage, entre le concret et son contraire. Si ces espaces pouvaient parler, ils en auraient des secrets à nous raconter. Espace mouvant, la loge est à la fois un studio de travail, un lieu de repos, un vestiaire de costume ou un salon où on peut accueillir des visiteurs. La loge est aussi la galerie intime du comédien, qui, par les objets accumulés, s'apparente parfois à un musée. On y trouve des objets usuels, des effigies de figures titulaires, souvent le buste de Molière, mais aussi des portraits de soi, de camarades ou d'acteurs admirés. C'est dans les loges que le comédien se prépare, et surtout se maquille, car au théâtre, le maquillage doit généralement être accentué, parce qu'il est réalisé dans le but d'être vu de loin et sous de forts éclairages. Si le visage n'est pas maquillé, il a l'air plat, il est à 2 dimensions et dépourvu de volume. Dans l'institution culturelle parisienne de la Comédie Française, la loge présente une double fonction, qui permet à l'artiste de se préparer, mais aussi de se chauffer, et qui donc nécessite chaleur et lumière, procurée par le feu de la cheminée et le feu de la chandelle de la coiffeuse.
Ces feux sont donc payés à l'artiste à chaque fois qu'il joue, pour s'éclairer et se chauffer. L'indemnité strictement réglementée est versée à cet effet et s'élevait à 5 soldes et demi pour la cheminée et 2 soldes pour la chandelle en 1682. En 1837, le feu d'Anne-Françoise d'Hippolyte Boutet, dit Mademoiselle Mars, célèbre actrice à l'époque, est de 150 francs, contre 10 francs pour ses camarades. Au XXIe siècle, cette appellation est toujours employée. Les sociétaires et pensionnaires de la Comédie Française perçoivent une prime de feu, qui s'apparente à un cachet à chaque représentation. Mais quittons l'espace feutré et secret des loges d'artistes pour parler des autres loges du théâtre. Ces petits salons cloisonnés se situant dans différents endroits d'un théâtre, comme les loges d'avant-scène et les baignoires au niveau du rez-de-chaussée, et les loges de balcon qui dominent toute la scène. Ces espaces fermés qui permettent de dominer une grande partie du public, mais aussi les artistes en scène, est un lieu très recherché pour être reconnu et admiré. Un des exemples les plus célèbres est le cas de la loge Choiseul, à l'Opéra Comique. Depuis Louis XVI, la famille du duc de Choiseul bénéficie d'une loge perpétuelle dans le théâtre parisien. Durant le Second Empire, les loges sont le plus souvent réservées aux dames de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, de manière à ce que leur chapeau ne gêne pas la visibilité des fauteuils d'orchestre. D'où l'expression « être aux premières loges » qui signifie être à la meilleure place pour assister à un spectacle ou être le témoin privilégié d'un événement. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur les loges au théâtre. Le prochain épisode est prévu le 13 novembre, la veille de mon anniversaire et aussi celui de Magali Godin de la Danse des mots. Bon, mais rassurez-vous, nous n'en ferons pas tout un programme. Non, le contenu du prochain épisode n'est pas encore clairement défini. Tout ce que nous savons, c'est que nous allons faire connaissance avec Jean-Baptiste Navarrete, un jeune comédien plutôt axé comédie musicale qui débute dans le métier, et nous avons abordé de différentes manières le plaisir du jeu. Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site pour découvrir d'autres coulisses. Tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Likez, commentez, partagez cet épisode. Nous en avons grandement besoin pour perdurer et grandir. Allez-y, on referme les coulisses.